Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on réfléchit sur des sujets d'actualité. Bon, on en a eu plein jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour tout le monde, parce que tout le monde va travailler. Aujourd'hui, on va parler de travail, c'est important. Et avec moi, qui de mieux que Jennifer Labbé, bonjour Jennifer, conseillère en attraction de talent pour la MRC Maria-Chapdelaine, et Pierre-Olivier Lucier, bonjour Pierre-Olivier, directeur général du Centre en entrepreneuriat multiressources. Comment vous le dites? CEMR. CEMR, vous séparez les lettres. OK, oui, c'est bon. exactement. C'était un peu ma question, là, on y a répondu. Donc, on est dans un contexte aujourd'hui où le travail a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années, même avant ça. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, avant 16 ans, tu n'étais pas capable de trouver une job, puis c'est pas sûr que tu en trouves une quand tu avais 16 ans. Aujourd'hui, mon garçon de 14 ans s'est fait offrir 5 jobs l'été dernier. Puis il ne voulait pas tant travailler. Non, mais le monde a changé. Je veux qu'on aborde ça en trame de fond. Mais on va commencer par regarder ce que vous faites. T'sais, comme toi, Jennifer, conseillère en attraction de talent, toi, c'est quoi ton rôle dans notre MRC? En fait, c'est un nouveau poste qui a été fait là, par rapport, financé par Accès Entreprises Québec. Donc, chaque MRC avait le choix de se doter d'une nouvelle ressource dans le service aux entreprises. Puis, nous, étant donné la pénurie de main-d'œuvre, ils ont décidé de le faire à propos de l'attraction de talent. OK. Fait que mon poste, à la base, était vraiment fait pour faire du recrutement international avec les travailleurs, avec les entreprises, mais avec les journées Mission Québec du gouvernement. Mais je vous dirais que plus ça a avancé, là, plus mon rôle est vraiment large. Puis c'est vraiment en soutien aux entreprises. S'ils font du recrutement international avec une firme privée, mais qui ont besoin d'aide pour se préparer à les accueillir, ces travailleurs-là, bien, on peut travailler ensemble. Si vous avez de la misère à recruter, mais vous n'êtes pas rendu à l'international, là, localement, on peut regarder ensemble, on peut regarder votre offre d'emploi, si elle est attrayante, si on est capable de l'épurer, est-ce que vous ciblez comme il faut votre clientèle cible? Est-ce que vous avez pensé à peut-être contacter le centre de formation qui est en lien avec le champ d'expertise que vous cherchez ou des trucs comme ça? Puis sinon, on est présent aussi là, parfois dans des salons de l'immigration, des salons de l'emploi à l'extérieur. Fait qu'il y a le niveau hors région aussi qui est... Fait que l'idée, c'est de réseauter tout le monde un peu, là, de trouver les bonnes perles, puis d'associer. Tu es comme un lien entre différents partenaires, en fait, que ce soit des entreprises, des entrepreneurs, des gens qui cherchent du travail, le milieu, etc. Est-ce que je le résumerais comme? Oui, j'ai un petit peu moins de contact avec le candidat en soi. Okay. La partie accueil intégration du candidat, j'y touche un peu moins. Puis, tu sais, mettons, un candidat pourrait m'envoyer son CV, mais tu sais, j'ai pas de banque de CV. Là. Mon accompagnement, c'est vraiment auprès de l'employeur. OK. Majoritairement. On va utiliser des plateformes où on va être capable de recruter des candidats, mais c'est pas moi qui va faire le lien entre le candidat puis l'entreprise. Fait que c'est vraiment en soutien à l'entreprise. OK. Ouais. Toi, Pierre-Olivier, directeur général du Centre d'entrepreneuriat multiressources, c'est quoi le rôle du CEMR? Je vais finir par le prononcer. Oh, ouais, mais on a encore une quarantaine de minutes. Le rôle du CEMR, dans le fond, nous, on est un centre de formation en gestion d'entreprise et en entrepreneuriat, en premier lieu pour les entrepreneurs qui sont dans les secteurs des ressources naturelles. OK. Donc, un type d'entrepreneur qu'on a quand même pas mal dans notre milieu quand on parle de foresterie, d'agriculture, d'agroalimentaire, des entreprises qui sont dans les domaines connexes aux ressources fauniques, entre autres, les pourvoiries, les ci, les ça. Donc, une bonne partie de notre économie est là. Alors, on a développé, nous, vraiment des programmes spécifiques sur mesure pour être capable de bonifier les compétences en gestion de ces gens-là pour justement les aider à faire face aux différentes problématiques qu'ils ont à rencontrer. Oui, la problématique de main-d'œuvre en est une, la thématique des ressources humaines est un sujet là, largement abordé dans le cadre de nos formations, mais également les autres enjeux de gestion qu'on a, tout ce qui est par rapport à la finance, la comptabilité, les inventaires, le leadership de l'individu. Donc, toute une programmation de formation dans le but de les aider à augmenter la performance de leurs entreprises. OK. Fait que souvent, c'est des gens qui sont déjà en entreprise qui vont venir te voir. On fait les deux. Majoritairement, pour l'instant, notre clientèle est des gens qui sont déjà en entreprise, mais on a quand même un programme qui s'adresse à ceux qui ont un projet entrepreneurial. Ici, on est un peu plus pour l'instant dans un contexte de relève d'entreprise que de création d'entreprise. Quand on parle les créneaux que j'ai énumérés tantôt, foresterie, agriculture, on a plus de modèles de relève, de transfert que de partir de zéro, là, considérant les investissements que ça nécessite. Donc, mais on touche les deux clientèles. Donc, tu n'es pas encore entrepreneur, mais tu sais que tu vas le devenir dans du court-moyen terme. Tu veux te faire donner un
coffre d'outils pour faire tes premiers pas dans la bonne direction, puis éviter les embûches, on a quelque chose pour toi. Tu es un entrepreneur qui a déjà une entreprise depuis un certain temps, mais tu n'as jamais eu l'opportunité de t'arrêter au concept de gestion et de développer le maximum de bonnes pratiques. Tu veux amener ton entreprise plus loin, on a quelque chose pour toi également. OK. Et là, est-ce que tu vois de plus en plus des gens de dire hey, moi, j'aimerais ça partir une entreprise, mais j'ai pas l'impression que le contexte est bon en ce moment? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu découragés là, face à la dure réalité des entrepreneurs? On a eu la pandémie, avec la pénurie de main-d'œuvre en plus. Ça commence à faire... on a vu des institutions ici à Dolbeau-Mistassini ou dans la MRC fermées. Le transfert d'entreprise est un enjeu, je pense, très important dans notre milieu. Au-delà d'être capable de créer de l'emploi, de créer des nouvelles entreprises, trouver des gens pour être capable de racheter, parce que le contexte de pénurie de main-d'œuvre est un peu lié à la démographie, le vieillissement de la population. La réalité de la propriété d'entreprise est un peu la même chose. On a énormément de propriétaires d'entreprises qui sont sur le point de vouloir céder ce qu'ils ont construit et qu'ils aimeraient justement être capables de le vendre et de voir cette entreprise-là continuer de survivre. Mais comme il manque d'employés pour les entreprises, il manque de releveurs également. Puis il y a un enjeu de nombre et il y a un enjeu d'intérêt pour les mêmes raisons que tu mentionnais tantôt. Les enjeux financiers, les enjeux de main-d'œuvre, les gens voient la côte très, très haute et on est quand même aussi dans une génération où on va être capable de profiter de la vie encore, de se lancer dans un projet où tu penses que tu ne vois pas l'aboutissement positif de ce projet-là. Ça en refroidit plusieurs. Puis c'est entre autres pour ça que nous autres, on essaie de dire, bien, si tu as une volonté entrepreneuriale, mais que tu penses qu'il y a trop d'embûches, bien, on peut t'aider à essayer de voir un peu plus rose le projet que tu peux avoir en tête. Oui. Et c'est là que tu rentres en ligne de compte, parce que les entreprises, écoute, tu dois en avoir un puis un autre des appels pour trouver de la main-d'œuvre, là. C'est fou. Comment ça se passe? Moi, je t'appelle, puis je te dis, bon, moi, j'ai une entreprise, je vends du steak haché, j'ai je sais pas quel équipement, j'en prends 4 personnes à être capable de faire. Tu sais, je sais pas comment ça se passe quand le premier contact avec les entrepreneurs. Puis... Le premier contact, je vais toujours le faire en entreprise. Okay. Souvent, les gens me disent, je vais venir te voir à MRC. Non. Honnêtement, là, ce qu'on est capable d'aller rechercher comme diagnostic en étant sur place, c'est merveilleux. Tu sais, des fois, ils me viennent me voir parce qu'ils sont pas capables de recruter un poste, puis au final, on repart, puis c'est un autre poste qu'on va aller pour recruter. Là. Okay. Quand on sort de l'analyse du bilan diagnostic, dans le fond, je fais toujours une première rencontre pour vraiment faire un topo de la situation. Ce que tu es en train de me dire, c'est que souvent, même l'entrepreneur ne comprend pas assez bien son entreprise pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin réellement. Est-ce que ça peut être ça? Bien, pas nécessairement, mais des fois, on pense que la priorité est là, mais plutôt, quand on discute, on se dit « Ah, mais ce poste-là, si on le combinerait avec lui, puis on ferait un temps plein ou des trucs comme ça, tu sais, des fois, c'est comme « Ah, mais j'ai juste 2 jours en comptabilité à essayer de combler. » Peut-être difficile dans le contexte actuel, oui. Mais si on y va avec un temps plein où on combine telle tâche, puis, tu sais, parce que là, en discutant, « Ah, c'est lui qui est criant. » Mais tu sais, ça ferait bien quelqu'un qui ferait ça, puis ça aussi. Fait que on essaie de regarder un petit peu de ce niveau-là. Puis des fois, on arrive pour recruter la main-d'œuvre, mais je regarde, puis tous les papiers aussi là, sur le bureau. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour automatiser, pour informatiser un petit peu plus. Okay. Fait que tu sais, des fois, on oriente vers des formations. Des fois, ils viennent me voir pour aller à l'international, puis au final, c'est pas du tout vers là qu'on s'oriente. Là. Okay. Fait que le premier bilan diagnostic, c'est vraiment ça qui est vraiment décidé. Prendre une photo, en fait, de ton entreprise maintenant, tes problématiques sont là, comment nous, on peut t'aider? Exactement. Puis par la suite, bien, je vais faire un petit peu l'éventail de mes services, puis je vais faire mes propositions. C'est quoi les différentes avenues qu'on peut faire ensemble? Puis souvent, c'est l'entreprise qui va vraiment choisir. Moi, je suis pas rendue là, mais j'aimerais ça qu'on travaille ça ensemble, puis après, on verra c'est quoi les retombées. Puis c'est ça, j'ai des organismes communautaires qui sont venus me voir, puis ça faisait 1 an que la ressource le poste était vacant. Mais l'offre d'emploi était tellement spécifique à quelqu'un qui est dans l'entreprise puis qui comprend le jargon qu'à l'externe, c'était trop poussé comme offre d'emploi. Tu sais, les qualifications aussi versus les tâches, versus le salaire, il y avait quelque chose qui ne coordonnait pas dans tout ça. Fait qu'on a vraiment rendu le poste un petit peu plus accessible, si je peux dire. Là. Puis... finalement, on a fait un affichage, on a revu le visuel aussi, puis on a revu les plateformes où on voulait afficher. Fait que, tu sais, des fois aussi, en fonction
de la clientèle qu'on va aller rejoindre, d'une plateforme qu'on va plus utiliser versus un autre. Fait qu'on a vraiment travaillé ça. Puis au final, là, ils ont comblé après le premier affichage qu'on a fait ensemble. Là. OK. Fait que, puis la ressource est encore en poste. Ça s'est super bien passé. Puis aussi, des fois, c'est aussi à l'interne, dans la logistique de comment passer les entrevues. Là, des fois, je questionne comment ça s'est passé les premiers affichages. Avez-vous reçu des CV? Puis là, des fois, ils sont comme... Ah oui, mais tu sais, avant qu'on se rencontre le CA, on a eu une période de temps, puis l'autre personne s'est retrouvée un emploi. OK. Fait que là, des fois, on va juste dire, OK, bien, dans votre processus d'embauche, la prochaine fois, on pourrait procéder de telle façon. Fait que tu sais, des fois, on va vraiment plus loin là, que l'affichage de l'offre d'emploi, puis... oui, c'est ça. Vraiment... Pas les outiller. Oui. C'est quoi les solutions en ce moment? Tu sais, là, parlons de la pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, on va en parler, c'est sûr, mais là... On n'a pas de monde. Bon. Les salaires sont rendus... Écoute, je voyais des annonces de McDonald's à 20-22 piastres de l'heure. La pression est forte. Non, la pression est forte, là. Tu sais, quand même, McDonald's flipper des boulettes, là. Tu sais, on n'est pas en train... Moi, dans le temps, une job à 20 piastres de l'heure, là, ça te prenait un doctorat quasiment. J'exagère, là. Bon, là, on va dire, ben ça prend du monde. OK, mais là, le monde qui vient, il y a aussi une crise du logement. Il n'y a pas de logement abordable. On les met où? Si ces familles-là ont des enfants, on met leurs enfants où? Il n'y a pas de service. Tu sais, on est déjà en liste d'attente, service de garde. C'est quoi les solutions que vous voyez, vous, qu'on pourrait mettre en branle, qui viennent pas nécessairement de votre travail, mais tu sais, mettons qu'on réfléchit à large, tu connais beaucoup la machine politique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour régler ça, Pierre-Olivier? Ben, la réponse à la question est très large. Moi, je pense que le premier enjeu, puis c'est pas du tout une solution concrète à ta question, mais moi, ce que je dis souvent à ma clientèle, c'est de dire, avant de commencer à penser à recruter quelqu'un, questionnes-tu sur comment tu peux au moins conserver ceux que tu as déjà? Moi, je dis, le meilleur employé que tu ne peux pas recruter, c'est de celui-là que tu as déjà dans ton entreprise. Oui. Puis, il y a plusieurs, quand même, entrepreneurs que l'enjeu, c'est la rétention de main-d'œuvre. OK. Et là, les pratiques doivent changer, évoluer, et être capables de s'adapter aux nouvelles générations, entre autres. As-tu l'impression qu'on est plus... En ce moment, on donne plus qu'on n'a jamais donné aux travailleurs? On va leur donner des conditions, on va leur donner des milieux de vie, ce qu'on ne faisait pas nécessairement avant à cause de ce contexte-là? Bien, c'est sûr que oui, il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de se faire, mais on a encore une base entrepreneuriale aussi qui est campée dans des positions plus du passé, dans la façon de gérer. Et là, eux se ramassent rapidement à une problématique importante, parce que si tu ne t'adaptes pas au nouveau marché du travail, puis que tu n'es pas capable d'adapter tes conditions pour que tes employés s'y retrouvent puis soient satisfaits, bien, c'est là que tu tombes dans un contexte de perte d'employés et d'un besoin de recrutement. Et là, il n'y en a pas. Puis là, je suis obligé d'annuler des contrats parce que j'ai plus assez de monde. Puis, tu sais, fait que je pense que dans la première partie de la réponse, je pense qu'il y a le volet rétention qui se doit d'être observé par nos employeurs actuels. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a une réalité qui est, bien, je suis bon pour garder ceux que j'ai quand même besoin de nouveaux employés, j'ai quand même besoin de nouvelles personnes, ne serait-ce que pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Oui. Et là, l'enjeu est multiple et c'est là que des postes comme ce que Jennifer occupe au niveau de la MRC deviennent importants. Moi, je pense qu'une partie de la solution un peu est là, parce que si, on entend beaucoup la solution du recrutement à l'international. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus une réalité, je pense, dans nos milieux. Puis c'est quand même nouveau, veut pas. C'est nouveau, mais on en entend de plus en plus parler. Moi, j'ai de plus en plus de mes clients que ça fait partie de leur réalité, des travailleurs étrangers, mais à quel point le processus n'est pas simple pour ces gens-là et c'est coûteux et qu'il y en a qui se découragent. Mais malheureusement, la solution aurait pu résulter dans cette optique-là. Donc, tout ce volet-là de s'ouvrir aux possibilités diverses de recrutement, de faire affaire avec les solutions, je pense, qui sont en place, qui sont là. Mais là, ta question était encore plus loin de savoir, là, même si on était capable de faire venir tous les gens dont on aurait besoin, serions-nous capables de les accueillir comme milieu de vie?
Oui, c'est le principe qu'on appelle la paupérisation. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la paupérisation, c'est l'incapacité de notre système à accueillir, parce que ça prend des écoles, ça prend des places dans les hôpitaux, CLSC, etc. Donc, des maisons, des garderies. Donc, c'est ce principe-là, en fait, là, qui... Puis le rêve, je m'excuse, mais tu sais, le rêve de la grande entreprise qu'on a longtemps eu, même dans notre milieu, oui, projet oui. d'aluminerie, puis à quel point on espérait que ce soit le saint graal du développement économique de notre milieu. Demain matin, quelqu'un cogne à ta porte et dit « Je voudrais faire une aluminerie ici, ça va créer 1200 emplois. » là. Je m'excuse, mais à la base, tu vas créer plus de problèmes que tu vas en régler. Là. Il y aurait il y a beaucoup d'enjeux qui découleraient d'une arrivée, alors que le développement par PME, je pense, est peut-être plus adapté à notre conjoncture. Plus de richesse qui reste dans le milieu aussi, les PME, que la grande entreprise. Là, où on voit, là, dans les grandes entreprises, c'est 85 de la richesse créée qui s'en va ailleurs. Là, Toi, as-tu des solutions, Jennifer? Oui, j'aimerais ça faire du pouce là, sur tantôt, on a parlé là, rétention des employés, tout ça. Il y a une petite affaire là, que souvent je discute avec les employeurs, puis ça fait une bonne différence, puis souvent c'est une petite affaire qu'on pense pas, mais on est tellement sollicité en tant que travailleur dans nos emplois, on se fait offrir des travails, puis tout ça, puis des fois on change 4,30 sous pour une pièce. Ouais. Moi, je dis souvent aux employeurs, quand vous avez un employé qui quitte, 2-3 mois après qu'il soit quitté, si vous étiez en bon terme avec ces employés-là, juste leur dire un coucou, comment ça va? Hey, on s'ennuie de toi, tu as toujours une place dans notre entreprise. Puis des fois, là, l'employé, il réalise qu'il était bien où il était. Là. Ouais. Tu sais, des fois, c'est un employé qui est déjà formé, c'est super de la main-d'œuvre, assez rapidement accessible. Puis des fois, l'employé est super autant content que l'employeur. Ouais, okay. Ça, c'est une petite solution vraiment facile à court terme. Je voulais faire du pouce aussi sur la rétention des employés. Qu'est-ce qui fait qu'un employé reste dans une entreprise? Là? J'ai regardé un petit peu, là, j'ai fait mon petit travail de prospection hier, là, puis j'ai regardé un petit sondage, puis le salaire et la stabilité d'emploi, c'était en bas de la liste. Oui, parce que là, en ce moment, les salaires grimpent, puis tu perds ta job, tu t'en trouves 5 demain. C'est ça, exactement. Puis c'est la réalité que souvent, les employeurs qui sont là depuis longtemps, on n'est pas rendu là. Ouais. Des fois, là, donner une semaine de vacances de plus ou une augmentation de salaire, la semaine de vacances dans plusieurs entreprises, en tout cas, serait priorisée. Dans plein de milieux. Là, moi, je suis enseignant, puis je me dis souvent, quand on me dit c'est quoi que vous voulez, ben moi, je veux de la qualité d'enseignement. Je ne veux pas d'augmentation de salaire, je veux des classes de 20 plutôt que de 40. Là. C'est ça, l'employé qui quitte plus pour une pièce de l'heure. Ouais. Non. Souvent, on dit on choisit une entreprise puis on quitte un patron. Là. Ça s'applique dans bien des cas. Là. Vraiment. Puis sinon, après, il y a vraiment le volet... En fait, la pénurie de main-d'œuvre, on est là actuellement, mais il est encore temps de se préparer puis de planifier ses ressources humaines parce que le pic de la pénurie de main-d'œuvre, le summum, va être en 2030. Ouais. Fait qu'on est encore loin. En ce moment, on est en test de rodage. Mais quand même, on annonce cette pénurie de main-d'œuvre-là depuis le milieu des années 80. Là. On le sait qu'en 2030, il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre, puis on attend d'être en 2022 pour y réfléchir. Là. Il n'y a pas une problématique, là, peut-être? Et on pense que tout est lié à la pandémie, alors que, effectivement, oui, mais tellement pas juste ça. Tu sais, le train s'en venait, puis on a tout regardé par en avant pendant que le train s'en venait en arrière. Là. Ça, c'est peut-être aussi la problématique de nos gouvernements qui ont des mandats de 4 ans. Donc, ils voient rarement à long terme. Là. Ils voient beaucoup plus à la prochaine réélection. Du moins, c'est mon analyse. Là. J'ai l'impression qu'on a de la misère à planifier à long terme parce que c'est un peu comme, mettons, le politicien aujourd'hui là, qui irait à 100 dans l'environnement. Là, il passerait pour un zéro dans sa société, mais dans 100 ans, il passerait pour un héros. Mais dans 100 ans, il s'en fout. En fait, c'est maintenant qui est important. Est-ce qu'on est trop dans le maintenant? Je pense que oui, puis surtout dans les ressources humaines, on est beaucoup dans le day-to-day. Si on parle des petites PME, on va une fois par année ou à chaque trimestre, on va faire nos états financiers, on va suivre la santé financière de notre entreprise, mais la santé de nos ressources humaines, c'est assez rare qu'on s'assoie pour penser, puis regarder, puis faire un bilan de nos ressources humaines. Planifier le départ en retraite, qu'on savait que ça faisait 5 ans qu'il s'en venait. Tu sais, cette mentalité-là dans les ressources humaines est d'autant plus importante. Puis c'est le genre de choses qu'on pourrait travailler, que je pourrais travailler avec une entreprise qui me dit « Écoute, moi, j'ai genre 15 départs à la retraite dans tel corps de métier. Je veux me planifier, je veux
peut-être changer des gens de poste pour justement qui ont l'expertise à l'interne. Parce que la mobilité à l'interne est aussi possible. Ouais. Sous-traiter certains corps de métier puis utiliser vos employés qui sont déjà fidélisés pour les mettre dans d'autres postes. Ça, c'est une belle solution à court terme aussi. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement dans les postes qui sont possibles de s'en aller vers l'automatisation. Okay. Moi, je pense qu'à long terme, ce serait cette solution-là. À court terme, les étudiants étrangers, le ratio d'étudiants étrangers qu'on a sur notre territoire, c'est impensable. Puis, tiens, on a un étudiant étranger qui vient suivre une formation de 3 ans. Puis après, durant ses études, il peut travailler 20 heures semaine. Puis juste après, il sort avec un diplôme du Québec. Il est déjà adapté, il a déjà fait son réseau, puis après, il a un permis de travail ouvert. Ouais. Fait que pas de frais pour l'employeur. Tu sais, tantôt, on parlait, c'est compliqué, tout ça. Bien, c'est une clientèle vraiment accessible. Puis nous, on travaille à ça justement pour essayer de les attacher plus rapidement dans leur parcours scolaire pour les garder, ces étudiants-là. Parce que c'est vraiment une main-d'œuvre qualifiée de nos écoles. Puis ils sont déjà adaptés, fait que c'est vraiment merveilleux. Là. Ouais. Fait que, Pierre-Olivier, tu dirais-tu que le rapport a changé entre les patrons et les employés? T'sais, on va en prendre plus soin. Moi, je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, là, avoir pris 2 congés de maladie sur 3 semaines parce que j'étais malade, puis me faire sentir mal parce que j'avais pris des congés. Mais là, tu sais quoi tu veux, je viens de travailler malade. Aujourd'hui, j'imagine qu'on ne voit plus ça. Bien, j'espère. Bon, je pense qu'on le voit encore, malheureusement. Mais oui, les mentalités changent, ça, c'est certain. Le rapport de force est en train de changer. On est dans la dynamique dans le monde du travail est un peu la même dans le marché de l'immobilier. On dit un marché de vendeurs ou d'acheteurs, c'est un marché d'employeurs, mais un marché d'employeurs. On est clairement actuellement dans un marché d'employeurs et les pratiques, je pense, sont en mouvance. Mais il y a encore, malgré tout, du chemin à faire par rapport à ça. Je pense pas qu'on soit rendu exactement dans les pratiques. Puis je suis retourné aux études dernièrement, puis je lis mes livres de management. Et même moi, quand je lis les meilleures pratiques de gestion d'équipe qui sont proposées, on est à 1000 lieues de ce qu'on pouvait avoir jadis. Et même moi, qui ne suis pas si vieux, là, j'ai 38 ans, puis je me dis, tabarouette, on est vraiment, tu sais, comme les équipes autonomes, la diminution de la supervision, le télétravail. Écoute, le marché du travail est en complète restructuration et c'est un enjeu, ça aussi, pour nos employeurs. Veux pas, même si tu as la volonté, là, c'est confrontant. Tu n'es pas toujours outillé à faire face à ces différents mouvements qui se font au sein de ton entreprise dans laquelle tu dois t'ajuster, mais tu as ta réalité d'entreprise qui te rattrape aussi de temps en temps. Puis jongler avec les deux, c'est pas tout le temps facile. Oui. Est-ce que ramener des personnes à la retraite, tu sais, on parle beaucoup là, de ramener des personnes en leur donnant des crédits d'impôt pour pas qu'ils perdent, pour faire du temps partiel, est-ce que ça, c'est une solution qui est viable? À court terme, je pense que oui, mais à moyen long terme, tu ne peux pas faire travailler le monde jusqu'à 90 ans. Là. Je pense que ça fait partie des solutions. C'est tantôt ta question d'original. C'est quoi les solutions? Ben, il y en a plusieurs. Hein, pour les milieux comme chez nous, premièrement, essayer de ramener les jeunes qui viennent d'ici. Ça n'est une main-d'œuvre qui est moins dure à amener ici. Des fois, moi, je suis conseiller municipal à Dolbeau. Ben, qu'est-ce que Dolbeau pourrait faire pour attirer les gens de Montréal? Ouais. Mais tout ce qu'on veut mettre de l'avant pour vendre Dolbeau aux gens de Montréal, là, il y a 54 autres municipalités au Québec qui pensent avoir exactement les mêmes acquis. Donc, c'est pas si facile que ça de convaincre la personne de Montréal qui est ouverte à aller travailler en région de venir ici. Là. Ben ouais. Donc, d'essayer au moins de ramener ceux-là qui ont une appartenance de part de ce qui viennent d'ici, je pense que ça fait partie d'un bassin de main-d'œuvre qui devrait être priorisé. Maintenant, oui, la clientèle immigrante étrangère, je pense que ça naît, puis surtout ceux qui ont étudié chez nous. Et après ça, je pense que oui, là, la clientèle des personnes retraitées, mais qui sont encore aptes et ouverts à faire une prestation de travail. Mais là, il faut adapter les conditions, les conditions fiscales et tout ça. Ouais. Je pense qu'il y a des incitatifs à mettre si on veut les motiver à retourner au marché du travail. Mais oui, ça doit faire partie du panier de produits, de solutions qu'on se doit d'imaginer, là, parce que toutes les solutions sont nécessaires, parce que le besoin est très, très grand. On est en crise. On revient, on prend une petite pause, on revient dans 1 minute. Allez vous faire un café, on va être là. Vraiment intéressant notre sujet. À tantôt.
la Ville de Durbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2, sous une scène incroyable. Bon match! Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. On est de retour. Merci d'être encore là. Échangeur Turcotte, on parle de travail aujourd'hui avec Pierre-Olivier Luthier, directeur général du CEMR, et Jennifer Labbé, conseillère en attraction de talent pour la MRC Maria-Chapdelaine. Bon, on a parlé de plein de choses. Moi, je voudrais qu'on rentre aussi dans l'immigration. L'immigration, on a l'impression que c'est de la magie, mais en même temps, il y a aussi une réticence collective à ça. Bon, pas dire qu'on est... bon, est-ce qu'on fait de la discrimination? Je ne veux pas rentrer dans l'enjeu du racisme systémique, là, c'est pas ça l'idée, mais il y a quand même des gens qui sont moins habitués, c'est moins multiculturel ici, donc ça reste aussi un enjeu, j'imagine, la langue. Là, on a vu beaucoup de réfugiés ukrainiens, entre autres, parce que, bon, eux vivent la guerre, mais c'est une barrière. Là, on vient d'en avoir 2 au cégep, là, ils sont vraiment sympathiques, mais c'est pas facile, là. Parler français, travailler, changer d'univers du tout. Donc, l'immigration, c'est une solution, là. Tu sais, oui, tu dis le recrutement à l'étranger. Comment ça se fait? Est-ce que... Parce que là, il faut faire une différence entre les immigrants économiques puis les immigrants politiques, là, qui, eux, qui quittent des endroits en guerre, en famine, bon, peu importe. Donc, le recrutement se fait différemment, là. Vraiment. Puis, souvent, ça semble une petite... comme une solution miracle, là, mais honnêtement, je vous dirais que c'est 3 employeurs sur 4 qui viennent me voir pour faire de l'immigration, puis au final, je vois qu'on n'a pas fait le tour localement. OK. S'embarquer dans un processus de recrutement international, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, puis c'est pas vrai qu'un coup que les travailleurs sont arrivés dans votre entreprise, que c'est merveilleux, puis ça se passe comme ça, là. Ben non, parce qu'il faut les accueillir, il faut les former, la barrière, comme je disais, de la langue, de la culture aussi, parce que des fois, on n'est juste pas habitué, tu sais, de respecter la culture de l'autre, là. Je vous dirais qu'il y a des employeurs de choix qui intégraient, qui accueillaient, qui formaient déjà leurs employés comme A1. Dans ce cas-là, ça se passe super bien. Puis, tu sais, il y a un choc culturel, c'est certain. Il y a de l'information à prendre. Le premier processus est toujours plus complexe, plus long, plus challengeant, si je peux dire. Après, on développe une certaine expertise, puis ça va de mieux en mieux. Puis du moment qu'on en a déjà dans notre entreprise, il y a un peu une intégration de parrainage, jumelage qui se fait bien entre les employés aussi. On a des organismes d'accueil et d'intégration aussi sur le territoire, porte ouverte sur le lac. Puis, je trouve qu'il manquait, justement, je suis contente que mon poste s'amène là parce que je trouve qu'il manquait un petit peu l'accompagnement à l'employeur pour la partie sensibilisation à l'employeur puis préparation aussi de ça va être quoi la réalité. Tu sais, ça se pourrait que ton travailleur arrive puis que les 3 premiers mois, il livre pas du tout le rendement que vous vous attendiez, là. Il y a certaines cultures qui rentrent puis il n'y a pas de notion d'objectif, on est content. Ça dépend vraiment de la culture qui comprendre la culture de l'autre, c'est ça qui est plus difficile peut-être, là. Exact. Puis il y a toute l'implication des employés dans l'entreprise, dans le processus aussi qui est importante parce que parfois on se limite au comité de gestion puis c'est eux qui sont dans le processus, mais c'est pas eux qui vont travailler avec eux dans le day-to-day aussi dans l'entreprise. Fait que je vous dirais là, que les entreprises que ça se passe super bien, c'est des entreprises qui ont fait un comité d'accueil, qui ont impliqué les employés, qui a des employés qui leur ont amené des vêtements d'hiver. C'est les employés qui ont préparé le logement. Mobiliser, en fait, l'entreprise pour l'accueil de ces gens-là. Exactement. Puis leur expliquer aussi aux employés québécois pourquoi on fait affaire avec de la main-d'œuvre étrangère, puis qu'est-ce que ça nous apporte, puis ce serait quoi le rôle des employés québécois dans ce travail-là, tu sais. Fait qu'il y a toute une sensibilisation derrière ça, puis
On donne une formation là, récemment avec, c'est Martine Boivin qui donne une formation sur le multi-interculturalisme. Je ne sais plus s'il faut l'appeler multi ou inter, là, on a changé le titre récemment. Puis c'est vraiment pour préparer les gestionnaires à toute la notion de hiérarchie aussi. Parce que dans certains pays, ils n'adresseraient même pas la parole à leurs supérieurs. Ouais. Puis là, nous, c'est les patrons qui forment l'employé, puis ils disent « T'as-tu des questions? » Ben, c'est sûr qu'il ne posera pas les questions, mais après ça, il va faire plein d'erreurs parce qu'il n'a pas compris la moitié de ce que tu as dit. Mais comment aborder aussi que ici, tu peux me parler, tu peux me poser tes questions, c'est vraiment ça que je veux. Toutes ces notions-là, on l'aborde aussi dans la formation, puis elle est offerte par la MRC. C'est vraiment payé par la MRC pour les gestionnaires. Puis moi, mon objectif ultime, c'est que ce soit les gestionnaires qui la suivent, cette formation-là, mais qu'après, ils prennent la formation puis qu'ils la donnent dans l'entreprise aux employés. Ouais. Pierre-Olivier, y a-t-il des fois des entrepreneurs qui ont peur de ça ou qui veulent pas trop aller dans ces... Tu sais, parce qu'ils... je sais pas, ils viennent, ils sont plus conservateurs, ça leur fait peur. Est-ce qu'il y a encore cette crainte-là face aux travailleurs étrangers? En fait? C'est certain. Puis je dirais que c'est pas juste chez les entrepreneurs. Je pense que les travailleurs aussi, on fait attention aux termes qu'on essaie, puis on veut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais assurément qu'on est dans un milieu où c'est beaucoup moins naturel pour une grosse partie de la population de cohabiter avec des gens qui sont de différentes nationalités. Puis, je fais attention aussi à ce que je dis, mais tu sais, de la mentalité de fondrant, là, si on veut essayer d'exprimer ça, ça existe encore. Et de là, l'enjeu, moi, je trouve que, évidemment, tout le support et les processus dans le but d'amener quelqu'un sont extrêmement importants et les besoins sont là. Parce que c'est onéreux, c'est pas simple. Et la MRC, tant qu'à moi, a tellement un rôle important à jouer là-dedans parce que je parle à beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer là-dedans, mais ils voient juste l'option de l'entreprise privée, les consultants pour se faire accompagner là-dedans, puis ils voient le montant, puis ils ne sont pas sûrs du résultat. Fait que moi, en tout cas, je trouve le résultat super important au niveau-là. Mais l'accueil, oui, l'amener jusqu'ici, mais de bien l'accueillir autant comme milieu que comme entreprise. Ça joue sur les deux volets. Hein? Oui. Puis c'est vrai pour le travailleur immigrant, étranger, mais c'est vrai pour le travailleur qui vient de Drummondville aussi. Bien, moi, je travaille souvent avec les étudiants étrangers au cégep, puis il y a une phrase qui m'avait marqué. Il y a un jeune qui m'avait dit « Vous, les Québécois, vous êtes vraiment gentils, mais ça finit à 5 heures. » Je comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Puis en discutant, il dit « Moi, quand je suis à l'école, dans mes travaux, dans mes cours, j'ai aucun problème. Mais une fois que les cours sont finis, j'ai pas d'amis. Personne ne me relance, personne. Parce que tout le monde a leur cercle. Je comprends. Je trouve ça triste qu'on ne me tende pas la main. Et ce que tu dis, c'est un peu ça. C'est qu'il y a le travail, mais il y a la vie. Ces gens-là viennent vivre. C'est crucial. Les personnes ne viennent pas juste ici pour travailler. On ne veut pas juste des gens qui viennent travailler 4 mois puis qui repartent chez eux 4 mois. On veut également un type d'immigration puis de travailleurs qui viennent s'installer de façon permanente ici. Mais l'individu ici, on a tous besoin de socialisation, de relations amicales, amoureuses et tout ça. S'ils ne sont pas capables de retrouver ça dans le milieu, ils vont finir par aller en grand centre où il va y avoir des gens de la même nationalité. Donc oui, la capacité de bien accueillir. Et ce que tu dis, ce que tu entends des gens étrangers par rapport aux Québécois, bien, c'est sûr, mais moi, je l'entends aussi de gens, je prenais comme exemple le gars de Drummondville, j'entends aussi des gens qui viennent de d'autres régions du Québec, qui viennent vivre ici, puis qui disent « Torieux que c'est pas si facile de percer les bulles sociales de votre communauté. Vous êtes tellement des gens tissés serrés, des groupes déjà prédéfinis, qu'en dehors du milieu du travail, on trouve ça pas évident de s'intégrer socialement dans votre milieu. Puis là, je parle du milieu de Dolbeau-Mistassini et les environs. Puis quand on a fait la fête de la Saint-Jean, je m'étais permis de dire, c'est moi j'étais dans l'animation, mais j'avais permis de lancer un message à tous en disant on se vante tout le temps d'être des gens accueillants et chaleureux. Bien, il faudrait que les bottines suivent les babines un peu, puis qu'on soit conscient que quand on a des gens dans notre environnement, professionnel ou social, qui proviennent d'ailleurs, de la France ou de la Gaspésie,
ben, qu'on fasse un effort puis qu'on ait une sensibilité envers ces gens-là pour qu'ils se sentent intégrés puis qu'il y ait un désir de rester chez nous de façon permanente. Oui. Moi, c'était tellement important. Là. Ça fait sens. On parle beaucoup des enjeux, mais il y a vraiment des bons coups sur notre territoire. Honnêtement, je rencontre des employeurs là, qui ils les amènent à leur chalet, ils les font découvrir la motoneige, ils les amènent en bateau. Puis il y a dans certaines entreprises, là, une famille allait au zoo là, un samedi, est venue chercher le travailleur, elle l'a amené au zoo avec sa famille puis ses enfants. Mais ça part vraiment de la préparation dans l'entreprise. Donc, le voir venir d'avance. Avant que le travailleur arrive, là, il faut que ce soit fait un plan. Puis, je suis d'accord que dans la collectivité a vraiment un rôle à jouer. C'est bien beau l'insertion dans le milieu de travail, mais ça prend dans le milieu de vie aussi. Puis, il y a des beaux programmes là, dans le MIFI. On vient juste d'approuver le plan d'action du programme d'appui aux collectivités qui est financé par le MIFI. Puis, ça a fait le pouce là, sur les municipalités attrayantes. Dans le fond, c'est par ça qu'ils sont financés. Puis, municipalité attrayante, en fait, c'est, il y a, par exemple, sur notre territoire, là, il y a Dolbeau, Normandin, Albanel, Saint-Thomas, puis Gérardville qui se sont impliqués dans la démarche. Fait qu'ils ont une politique, puis ils ont des actions liées avec la politique. Puis, le genre d'action qui peut avoir lieu, là, c'est, par exemple, des 5 à 7 de nouveaux arrivants, un tour guidé de la ville au départ. À Normandin, ils ont fait un local interculturel, fait que c'est là qu'ils se donnent les cours de francisation. C'est un local qui est ouvert, en fait, là, pour les travailleurs, pour qu'ils aillent comme échanger ensemble, faire des activités. Ils peuvent juste faire une cuisine collective là, faire des ateliers pour se regrouper ensemble. Puis sinon, il y a Porte ouverte sur le lac qui a un nouveau programme de jumelage vraiment intéressant. Puis parce que c'est bien beau ces travailleurs-là de les mettre en connexion ensemble, mais un jour, il faut que la connexion aussi québécois, travailleurs étrangers se fasse aussi, là. Parce que sinon, ils vont rester tous ensemble, puis ça s'insère pas, justement. Puis, ils ont un programme de jumelage, fait que c'est un Québécois qui veut jumeler un travailleur ou un nouvel arrivant. Puis là, je dis toujours travailleur, là, mais ça peut être un nouvel arrivant du Québec aussi. Oui. Mais j'ai l'habitude, c'est souvent la clientèle que je côtoie. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça peut être d'aller prendre une bière un vendredi soir, un 5 à 7. Ça peut être justement aller au zoo une journée. Fait que c'est vraiment, ils sont jumelés par des Québécois pour s'insérer. Puis il y en a justement qui avaient une épluchette de blé avec leur famille. Ils ont invité leur famille de jumelage, tout ça. Puis il y a l'insertion aussi, quand le travailleur vient avec la famille, toute l'insertion de la conjointe au milieu de l'emploi, des enfants à l'école ou à la garderie. Fait que, il y a la sensibilisation plus large à faire aussi. Puis c'est financé là, dans le cadre de... En tout cas, ça va faire partie des actions qu'on veut faire dans le cadre du PAC. Je lisais, cet été, j'ai lu l'essai de Stéphane Gendron, Rapailler nos territoires. Puis il parlait à un moment donné des travailleurs étrangers, mais temporaires, qui viennent, qui repartent. Lui, il disait, tu sais, c'est pas tout ça qu'on a besoin, là, je le paraphrase, là, dans le sens où, pourquoi ces gens-là, on les fait pas vivre dans la communauté puis on les garde pas à l'année pour qu'ils s'incluent dans les communautés plutôt que de les faire venir, de les parquer dans une espèce de parc à roulotte où ils vont vivre ensemble puis ils vont moins s'intégrer puis on va les laisser repartir quand on a besoin de gens tout le temps, puisque les gens-là pourraient être une richesse pour les collectivités où ils vont travailler. Est-ce que ça semble idiot comme idée ou ça pourrait être intéressant? Ça semble pas idiot, je pense. Il y a vraiment 2 types de clientèle d'immigration. Il y en a qui viennent ici pour prêter main forte dans la saison forte, par exemple, au niveau de l'agriculture, que c'est vraiment le besoin est saisonnier. Puis eux, ça fait leur affaire. Ils viennent ici, ça fait l'équivalent de quasiment 5 mois de salaire dans leur pays. Ouais. Ça les améliore grandement leur vie. Puis ils sont bien contents de retourner voir leur famille. Puis souvent, cette clientèle-là, ils sont pas tant éligibles dû à ce qu'ils n'ont pas de scolarité ou des trucs comme ça à immigrer de façon permanente. Donc, c'est vraiment... Eux, ils voient ça positivement de venir ici, ils sont contents. Mais en même temps, si on voudrait les faire venir de façon permanente, c'est pas ce qu'ils veulent, mais présentement, avec les lois en immigration, ça serait très difficile. Les critères sont faits pour de la main-d'œuvre qualifiée. Oui. Vraiment. Mais en même temps, on a besoin aussi de main-d'œuvre qualifiée. Il y a assurément une réflexion. Parce que là, on fait venir des gens qui sont avocats, médecins dans leur... Puis là, on les fait travailler au McDonald's ici. Je veux dire, parce qu'on on ne reconnaît pas les acquis des gens diplômés et qualifiés qu'on veut attirer. Puis il y a effectivement tout un bassin de travailleurs intéressants pour plein de types de métiers qu'on peut avoir à combler, puis qu'on se refuse d'avoir des gens qui pourraient correspondre au profil parce qu'on est concentré sur une immigration de travailleurs qualifiés. Fait que, tu sais, à un moment donné, mais je pense que la réalité va finir par amener des obligations de réflexion au niveau des gouvernements puis des législateurs pour dire OK, là, il faut revoir un peu
nos façons de faire, nos paradigmes dans le but d'être capable de répondre à différents besoins. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont avec des besoins saisonniers, particuliers. Donc, va falloir être capable de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le travailleur pour lui garantir du travail à l'année. Tu sais, le travailleur qui travaille sur une ferme dans l'agriculture, puis que le besoin il est d'une durée X, si on veut être dans un mode d'immigration permanent, bien, cet individu-là, il va falloir être capable de dire bien, on a quelque chose pour toi également le reste de l'année, ou ton employeur premier, et lui, il n'y a pas de travail pour toi. Oui, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on serait capable de donner de la job à l'année assez facilement. Bien, c'est ça. On est assez limité au niveau de l'immigration, dans le sens qu'on ne peut pas vraiment dire, OK, bien, dans la saison forte de l'agriculture, on le met, on lui offre ça. Mais après, on lui offre autre chose parce qu'un permis de travail est lié avec un employeur, avec un lieu de travail. Fait que on peut pas dire, OK, 6 mois, ce serait ça qu'on t'offrirait comme travail, puis l'autre 6 mois, ce serait ça. C'est assez difficile dans cette optique-là parce que les permis de travail sont liés à l'employeur puis liés à la tâche. Là, aussi poussé que quelle tâche, quelle classe d'emploi on va lui donner, ça va ressembler à quoi ces tâches. Fait que tout ça est écrit dans le contrat de travail. Puis si on ne respecte pas le contrat de travail, c'est illégal. Ça leur prend absolument un contrat de travail pour avoir le droit de devenir immigrant pour venir travailler ici. Donc, d'avance. Parce que moi j'ai été immigrant à l'étranger, mais moi, à cause que j'étais Canadien, j'avais besoin d'un permis de travail, mais il n'était pas attaché à un employeur. Je travaillais où je voulais travailler. Il y a des ententes. On a une entente avec 35 pays pour les jeunes professionnels, puis il y a un autre programme là, qui m'échappe, là, mais ça, on a des ententes. C'est comme un peu une fast track, là, si je peux dire. Là. C'est en 8 à comme 10 semaines, là, la personne peut être arrivée ici, l'employeur n'a aucun frais. Il n'est pas lié à l'employeur, dans le fond. Là. Puis, par exemple, en France, c'est possible, ça fait partie de l'entente. Il y a d'autres pays qui font partie de l'entente, mais il y a quand même beaucoup de... Il faut que le bassin soit ouvert, puis le bassin, mettons, je sais pas moi, je dis des chiffres comme ça, peut-être qu'il y a 5000 places ouvertes. Quand le bassin est ouvert, il faut que la personne française postule, puis si elle obtient son sort, bien, elle peut venir ici avec un permis de travail ouvert. Fait que ça, c'est une possibilité. Mais c'est là qu'on voit la complexité de la chose. Ah oui. Donc, tu sais, l'entrepreneur moyen, là, il s'y perd extrêmement rapidement. Donc, je reviens tantôt à la nécessité d'avoir des structures de soutien, d'accompagnement et de simplification. Puis, souvent, le chiffre qui revient souvent, là, faire venir un travailleur immigrant, c'est 10 000 $. Si déjà là, tu viens d'en décourager un bon nombre là, juste par cet aspect-là. Donc, comment qu'on peut jouer sur le coût, sur la complexité, plus sur la simplification des procédés? Parce que ce ne sont pas tous nos entrepreneurs qui sortent du bac en administration ou bien d'une formation universitaire qui pourrait leur apporter des compétences pour se faufiler dans cette complexité-là. Donc, tous nos entrepreneurs qui sont à la base des gens de terrain, des gens d'opération, des manuels qui ont passé par des formations professionnelles qui sont bien corrects aussi, mais qui leur permettent pas d'avoir une aisance dans ces processus de ce type-là. Et ils ont des besoins. Puis ta question de tantôt, c'est, on a-tu des entrepreneurs qui se découragent ou qui trouvent ça trop compliqué ou qui voient ça? Et oui, assurément. Et il va falloir continuer comme milieu de voir parce qu'on a besoin d'innovation, on a besoin d'entrepreneurs, on le sait, ça fait longtemps qu'on dit qu'on en a besoin. Là. Fait que c'est déjà fantastique d'avoir cette école-là ici dans notre milieu. Est-ce que dans les pratiques, là, je change un peu de sujet, là, mais j'ai des idées, moi. Tu sais, entre les entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques, est-ce que ça se fait de se prêter des ressources? On le voit beaucoup dans l'organisation municipale en ce moment. Là. On va essayer. Est-ce que ça, c'est quelque chose de pensable dans l'entreprise privée ou ça n'a pas de sens ce que je dis? Là? Moi, je pense qu'on est moins là un peu. C'est vrai que dans le système public, on le voit, mais c'est encore nouveau. Là. Oui. Au niveau de la ville de Dolbeau-Mistassini, où je suis conseiller municipal, effectivement, alors je dirais depuis 2-3 ans, c'est une thématique qu'on discute de plus en plus. La réalité de l'ensemble des municipalités de la MRC qui ont de plus en plus de difficultés d'avoir des ressources occupées d'une thématique précise. Comment la ville-centre, entre guillemets, étant Dolbeau, il y a une possibilité il y a déjà des ressources. En bonifiant l'équipe, serait capable de desservir
d'autres municipalités, avec une contribution d'un peu tout le monde, évidemment, au niveau monétaire. Donc, mais cette logique-là, milieu municipal, on commence, puis moi, je pense que... Mais c'est parce que l'esprit de compétition est quand même moins là que dans le secteur privé, où tu dis, OK, là, je vais avoir un employé, mais qui en même temps va être chez le compétiteur. Là, tu as un paquet de secrets professionnels et industriels où là, tu peux avoir une réticence. Donc, je pense qu'il va falloir être imaginatif pour faire voir les bénéfices, puis comment qu'on peut pallier aux embûches ou aux freins qu'on peut anticiper par rapport à ça. Parce que là aussi, dans le panier de solutions, il y a clairement quelque chose là. Tantôt, tu faisais référence à un employeur. Mais là, j'aurais un besoin rien que de 20 heures semaine, de faire venir une ressource pour ça. Les gens, là, du temps partiel, là, ça n'existe plus, là, ou du moins, c'est beaucoup moins recherché que ça pouvait l'être à une certaine époque. Donc, comment, en réunissant 3 employeurs, on peut, 3, ça fait 60 heures semaine, c'est peut-être beaucoup. 2, mettons, on peut créer un poste intéressant. Oui, mais aussi chez les personnes retraitées qui veulent revenir, il y en a beaucoup qui disent, moi, je reviendrais faire rien qu'une, 2 journées à temps partiel, mais ça me coûte trop. Là, peut-être qu'il y aurait, je sais pas, là, tu sais, je vois des pistes de solutions, là, quand même. Je veux revenir aussi sur l'immigration. Je voyais ce matin en Ontario, ils ont décidé que eux, la solution à leur pénurie de main-d'œuvre, c'était l'Ontario, ils mettent tous leurs œufs dans ce panier-là. Nous, au Québec, c'est différent. On le sait, à cause de l'entente Colin Couture, nous, on va favoriser des immigrants francophones. Est-ce que ça complexifie les affaires ou au bout du compte, ça ne change pas grand-chose? Bien, il y a quand même un bassin, mettons, au Maroc. Oui, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Tunisie, tu sais, qui a un bassin. Là-bas, il y a beaucoup. Le taux d'immigration est très haut, puis c'est français. Fait que ça, il y a quand même des possibilités de recruter à des endroits que c'est déjà francophone. Fait que, tu sais, c'est pas comme si on était limité à uniquement l'Europe puis la France, là. Il y a quand même d'autres possibilités. Moi, c'est sûr, à 100% qu'une entreprise, je leur conseille d'aller vers quelque chose de francophone. Là. Bien, à moins qu'on... ici, là. Vraiment. À moins qu'on parle vraiment d'un recrutement massif puis qu'il va y avoir des gens, mettons, 2-3 personnes dans, mettons, les 20 employés qui vont déjà avoir une base en français, qui vont pouvoir faire déjà un peu là, la traduction, parce que sinon, on s'embarque dans quelque chose de complexe. Là. Puis tantôt, on parlait un peu là, des coûts d'immigration. Je voulais faire le pouce là-dessus. Là. À la MRC, ils ont développé le PDMO, c'est le Programme de développement de main-d'œuvre. Fait que c'est une subvention pour les entreprises qui font du recrutement international. OK. Fait que, au départ, moi, j'étais supposée accompagner les entreprises dans l'émission Journée Québec. Puis, Journée Québec, comment ça fonctionne? C'est pas mettons, 10 000 $ par travailleur comme le classique firme privée. C'est vraiment un frais fixe de mission. Pour 50 employés et moins, c'est 1 500 $ pour s'inscrire à la mission. Puis après ça, il y a un coût fixe de démarche d'immigration par candidat, qui tourne autour d'à peu près 2 500 par travailleur. Fait que moi, une entreprise qui vient me voir, bien, je vais quand même évaluer sa capacité à faire son recrutement de façon un peu plus autonome. Parce qu'on s'entend, si c'est le propriétaire d'entreprise qui fait ses propres ressources humaines à travers sa comptabilité, puis qui travaille l'opération dans l'usine ou de quoi de même, bien, c'est sûr que je ne le dirigerai pas vers une mission Journée Québec pour le moment. S'il développe une expertise puis qui est super outillé, ou il y a quelqu'un aux ressources humaines, ou il y a une adjointe qui peut s'occuper un petit peu plus là, du recrutement, des entrevues, de trier les CV, bien, ça peut être une voie vraiment importante et intéressante à aller parce qu'on développe une expertise, c'est un petit peu plus de connaissances à l'interne, puis au final, le coût est vraiment moindre. Puis on est plus impliqué dès le départ dans le recrutement du candidat. Fait que je trouve que ça maximise un petit peu là, les chances de rétention puis que ça se passe bien, en fait. Là. Fait que moi, ça, je trouve que c'est vraiment une belle alternative. Puis là, j'ai fait un petit détour pour dire que à la base, la subvention a été faite pour couvrir le frais de mission. Parce que pour 50 employés et plus, c'est 3 000 $ pour s'inscrire à une mission Journée Québec. Fait qu'il y a une subvention de 3 000 $ par année par entreprise qui est offerte. Mais là, moi, j'ai fait mon petit recensement, puis c'est 52 entreprises que moi, j'ai recensées sur notre territoire qui font du recrutement international. Quand même. Ce qui est énorme. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que ça fait quoi, 1 an que je suis en poste, fait que sûrement j'en ai oublié, là. Fait que, puis, du bouche à oreille, j'en ai sûrement échappé un petit peu. Je fais pas mal de téléphone pour avoir ces chiffres-là. Fait que, tu sais, 52 entreprises qui dépensent vraiment beaucoup de sous puis qui ont besoin de soutien. Fait que, tu sais, moi, je vous dirais, là, 1 employeur sur 2, fait que, au moins 25, même plus que ça. J'en ai 30 au moins là, que j'ai rencontrés individuellement, justement, pour aborder des sujets un petit peu plus poussés là-dessus.
Puis, j'ai réussi à faire élargir la subvention en recrutement international pour ces employeurs-là pour cette année. OK. Fait que... Bravo. Merci. Non, mais il faut le dire aussi, là, quand le monde travaille puis ça donne des résultats. Fait que c'est ça. En fait, les entreprises sont admissibles à une subvention de 3 000 c'est pas en fonction du nombre de candidats, c'est que c'est peut-être ça qui va changer là, en 2023 parce qu'étant donné que c'est un frais fixe de mission, le règlement a vraiment été fait là, pour... ça tenait pas compte du nombre de participants qu'on allait chercher. Fait que là, tu sais, il y a quand même à retravailler un petit peu, là. Fait que pour être admissible, il faut juste que les travailleurs ne soient pas arrivés. On est quand même rétroactif, là. Si les démarches ont commencé, c'est correct. Puis, il faut remplir le questionnaire avec moi parce que au départ, on s'est dit, on pourrait envoyer le questionnaire, puis c'est correct, mais la plus-value d'une discussion face à face, puis on va vraiment plus loin, pousser dans les conseils, dans la préparation. Puis souvent, ça découle d'une deuxième puis une troisième rencontre. C'est juste remplir le questionnaire, là. Fait que... C'est vraiment, vraiment bénéfique. Au final, moi, je suis contente parce que ça me met un pied d'entrée dans les entreprises, puis les entreprises sont vraiment contentes. Le besoin est tellement là. Ben oui. Ouais. Comment qu'est-ce que tu Pierre-Luc, mettons, tes entrepreneurs là, au CEMR, avant, là, tu sais, tu me disais, il y en a qui, bon, que c'est des entrepreneurs d'expérience, qui ont des compagnies, etc. C'est quoi le conseil que tu donneras aux jeunes entrepreneurs pour, c'est-tu de bien s'organiser puis de voir un peu plus à long terme pour pas arriver à un moment donné puis être la face dans le mur puis dire là, je suis obligé de fermer, j'ai pas de main-d'œuvre. Tu sais, bon, ça peut arriver, mais techniquement, il doit être capable de le voir venir aussi, la problématique. C'est-tu quelque chose qui s'organise ou qui se planifie? Ben oui, n'importe quelle gestion, toutes les sphères de la gestion d'entreprise, ça se planifie. Puis c'est effectivement une des thématiques qu'on aborde dans la formation. Tu sais, on parle de planification stratégique, se projeter dans l'avenir pour être capable de prendre des décisions éclairées en amont. Clairement que dans des pratiques optimales de gestion, tu te dois d'intégrer ça dans ta façon de voir, tu sais, de gérer à la petite semaine, entre guillemets, là, c'est de moins en moins une option qui... Mais t'en vois-tu encore qui fonctionne comme ça? Oui. Ouais. Ben oui, énormément. C'est à eux que tu veux que tu fasses monter le plus de marge, j'imagine, là? Ben oui, puis c'est pas nécessairement par manque de volonté, c'est parce qu'ils l'ont appris comme ça. Et la vie va tellement vite, puis les obligations sont tellement importantes que quand tu n'as pas eu l'occasion de développer des compétences en gestion de ton temps, puis de gestion de tes opérations, puis de ton organisation, t'es plus dans la gestion de l'urgence que dans la planification à long terme. Alors, et ça amène un paquet de problématiques, autant financières que de main-d'œuvre et tout ça. Donc, absolument que la planification à long terme, être capable de prévoir sur une période de entre 0 et 5 ans, quelles seront les opérations de mon entreprise. C'est quoi le portrait de mon équipe de travail aujourd'hui? Avec nos relèves, là, c'est un peu l'exercice qu'on leur fait faire. Avant d'acheter une entreprise, c'est quoi le portrait de l'équipe que tu t'apprêtes à acquérir? Quels seront les enjeux de main-d'œuvre que tu auras dans les 5 premières années d'opération de ta future entreprise? T'en as-tu 20 qui sont sur le bord de partir à la retraite? T'en as-tu 15 qui sont plus à défi puis que tu risques d'être obligé de te départir? Y a-tu des nouveaux postes que tu risques d'être obligé de créer par une augmentation de tes opérations? Et tout ça t'amène à mettre en place des stratégies un peu plus efficaces et à ne pas frapper le mur qui s'en va. Moi, un mur qui me fait peur en ce moment, c'est le mur du décrochage scolaire. Vu qu'on parle un peu d'éducation, parce que là, les jeunes peuvent vraiment travailler et on en voit beaucoup qui quittent l'école pour aller sur le marché du travail parce qu'à court terme, ça fait sens, là. On a tous été jeunes et on voulait de l'argent pour s'acheter, bon, peu importe. Mais est-ce que tu penses que ça peut être une problématique qui pourrait arriver? Parce que ça aussi, là, avoir une société peu éduquée, ça a des impacts là, au niveau de la société, non? Oui, je suis mitigée face à cette question-là parce que autant que la tendance est aux études supérieures puis les corps de métier un petit peu moins spécialisés sont super en pénurie, fait que je suis mitigée dans la question. Mais tu sais, on parle de jeunes de 16-17 ans. Là. Je parle pas de quelqu'un qui va avoir fait un choix de dire, moi, je veux tel programme, je veux devenir soudeur ou astrophysicien, peu importe, ça me dérange pas. De dire, moi, je vais arrêter l'école parce que, écoute, le McDo m'offre 20$ de l'heure, je vais aller faire ma carrière là-bas. Comprends-tu? Oui, je comprends. Je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire. Puis, justement, on a eu une rencontre, on a un comité de services en emploi, là, duquel Service Québec, le MIFI, Carrefour Jeunesse Emploi, tout ça. Puis, il y a déjà des actions qui sont faites dans les écoles, des activités pour
c'est aussi présenter les secteurs en pénurie sur notre territoire aussi, puis aller comme montrer un petit peu c'est quoi les qualifications nécessaires dans ces secteurs en pénurie-là. Fait que il y a quand même des actions qui sont faites aussi dans les classes en difficulté, justement les classes qui sont plus peut-être à risque de décrochage. Puis je pense que la pandémie, honnêtement, elle a vraiment pas aidé aussi à cette dynamique-là. La motivation des jeunes est vraiment... Bien, tu sais, puis ils sont dans un contexte aussi où, là, je vais parler à l'entrepreneur. Tu sais, moi, j'entends souvent des jeunes me dire, ben j'avais dit à mon patron que je voulais pas faire plus que 10 heures semaine, mais il me donne 30 heures à toutes les semaines. Je fais quoi? À part lâcher ma job, c'est quoi, tu sais, comprends-tu? Ils sont sensibilisés, les entrepreneurs, à ça aussi, à la pression qu'ils peuvent mettre, qui sont pas méchants, là, ils ont besoin de monde, là, mais ça met de la pression chez les jeunes aussi, là. Ouais, mais moi, je pense que c'est une prise de conscience globale. Tu sais, tout le monde a un rôle à jouer dans la valorisation du parcours scolaire. Puis le parcours scolaire, il s'en va pas tout le temps au doctorat. Non. Puis on a collectivement à se soucier de l'ensemble des stades d'éducation qui sont disponibles et des types de métiers qu'ils génèrent. Tu sais, longtemps, on valorisait la formation universitaire. Ouais. Et là, on est tombé avec un problème qu'on a un manque d'individus qui s'intéressent aux métiers professionnels. Ouais. Et des fois, dans certains milieux de vie, c'est l'inverse qui se passe. Ouais. On a énormément d'entreprises qui sont des employeurs de métiers professionnels. Et là, on a un manque de possibilités pour les métiers plus à vocation professionnelle, universitaire. Peut-être des milieux comme ici, moi, je fais rien qu'un petit aparté. Quand on parle d'attirer les jeunes qui viennent d'ici, ailleurs, bien, c'est certain que si tu as juste des jobs qui sont offerts à des métiers professionnels, bien, tous nos jeunes qui partent étudier à l'université, mais qui voudraient revenir, n'auront jamais la possibilité de le faire. Donc, moi, je pense qu'il faut être capable de valoriser tous les parcours auprès de notre jeunesse. Et c'est comme ça qu'on va finir par être capable d'avoir... tout le monde va faire un choix et le choix sera uniquement dans une minorité, le choix du décrochage. Mais... il faut garder un œil, il faut rester attentif. Ben, je pense que oui. Ouais. Hey, c'est déjà terminé. Merci. J'espère que vous avez trouvé ça agréable, qu'on a permis de réfléchir. J'espère qu'on vous a bien informé, qu'on a ouvert votre esprit, que vous soyez entrepreneur, travailleur ou juste quelqu'un qui s'intéresse au monde du travail. Merci énormément. Et je voudrais te dire pour ta blague sur la mentalité de fondrant que j'habite dans un rang. Ouais, je m'en excuse. Non, c'est correct. C'est correct. Je trouve ça très drôle. Donc, merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine!